Tout de suite, les infos. Messieurs, dames, merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Présentation Mustafa Menassara. Nous débutons ce journal avec le Niger qui interdit l'exportation du bétail à moins d'un mois de la fête de Tabaski. Dans cette édition, la réaction des exportateurs. Échec des négociations entre les syndicats de l'éducation et le gouvernement, les enseignants se disent déçus du revirement de la situation. Les détails dans ce journal. Le gouverneur de la région Issoufou Mahaman a effectué une visite hier sur les chantiers de travaux d'urgence dans la ville de Maradi. Objectif s'enquérir de l'avancement des travaux à quelques encablures de la saison hivernale. Et au Niger, les djihadistes perturbent l'approvisionnement en bois de la capitale Niamey. À suivre les précisions dans ce journal. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Par arrêté du 9 mai, le ministère du Commerce et de l'Industrie annonce l'interdiction des exportations des bovins, caprins, bovins, camélins, afin d'assurer l'approvisionnement régulier du marché national pendant la fête de Tabaski. Pour Ousmane Ali, président de l'interprofession bétail, viande, cuir et peau, cette décision est prise unilatéralement sans concertation avec les acteurs de la chaîne de valeur bétail du Niger, ce qui est déplorable. On n'a pas été concerté, nous-mêmes on a aperçu cet arrêté en pleine circulation. C'est ce qui nous a même beaucoup touché, parce qu'en tant que professionnel, on a des conseils à donner quand même avant de prendre certaines décisions. Aujourd'hui, si le pays a besoin des animaux, et nous on sait quelle catégorie d'animaux qu'il faut interdire l'exportation. Parce que ce n'est pas tous les animaux qui sont consommés au Niger. Si vous prenez par exemple pour le cas de Tabaski, l'opération Tabaski, on a 4 à 5 catégories des animaux. La plupart des animaux consommés au Niger, c'est la première catégorie, les catégories qui ne dépassent pas 80 000, c'est-à-dire 60, 65, 70, avoir 80 000. En tout cas, plus de 90% des Nigériens consomment cette première catégorie. La deuxième catégorie, il y a peu de gens qui consomment la deuxième catégorie. La troisième et quatrième, c'est-à-dire à partir de 180 000, 200 000, avoir 300 000 à ceux qui dépassent ça, c'est des animaux qui sont consommés dans les pays étrangers. Vous connaissez très bien qu'au Niger, il y a des gens qui travaillent, qui commencent à embaucher les animaux depuis la fête de Tabaski c'est-à-dire une fois l'opération Tabaski est finie, les gens achètent ces animaux-là pour retravailler ces animaux jusqu'au Tabaski. Et donc, aujourd'hui, ces gens-là sont là, ils ont fait leur travail. Et puis, à la fin, on leur dire que voilà, se couper ces animaux-là ne sortent pas. Imaginez la perte que les gens vont avoir. Il y a ceux qui font l'embauche d'un an, il y a ceux qui font pour 6 mois et ceux qui font pour 4 mois. Mais on vient aujourd'hui, on prend une décision sans autant concerter les professionnels pour donner leurs idées, pour donner vraiment... C'est vrai que quand le pays a besoin, on ne doit pas quand même amener quelque part. Mais seulement, il y a une catégorie qui est consommée dans les pays. C'est cette catégorie-là qu'il faut interdire l'exportation. C'était là Ousmane Ali, président de l'interprofession viande, bétail, viande, cuir et peau de Maradi par rapport à l'arrêt du ministre sur l'interdiction de l'exportation du bétail. Et cette décision d'interdiction d'exportation de bétail est mal perçue par les exportateurs étrangers. Diawara, ivoiriens et Ibou Ndiaye, sénégalais, ont déjà acheté des animaux au marché Kara de Maradi. Ils envisagent les exporter. C'est la désolation qui se lit sur leur visage après l'annonce de cette interdiction. Suivez leur réaction. On est déjà au Niger ici, on a acheté le bétail. Ça fait plusieurs années que nous, on fait les achats de bétail chaque année pour approvisionner notre pays. Bon, quand le décret a été pris, ça a trouvé que déjà on a déjà des animaux qui sont déjà sous la mer. Donc on voulait vraiment que le ministre voit un peu pour qu'il puisse nous donner un délai pour qu'on puisse faire sortir les animaux. Vraiment, c'est ça qui est notre inquiétude. Sinon, ça va impacter votre activité? Forcément, ça va impacter l'activité. Nous, plus même les gens même du Niger ici, puisque personne n'est préparé à ça. Donc c'est repousser un peu la date? Oui, c'est de repousser un peu la date à au moins 2 semaines ou 10 jours. Voilà, je pense qu'avec ça, on pourra sortir avec les animaux qu'on a. Vous exportez par exemple combien de têtes? Nous on exporte beaucoup. On peut exporter jusqu'à 400 têtes de ovins et puis 40 têtes de bovins. Chaque année, c'est comme ça, à l'approche de la fête. Donc ça nous arrange pas comme ça, quoi. Avant, c'était vers Niamey 2015. Depuis 2015, on vient au Niger, quoi. Donc, on vient ici pour cesser les bétails. Hier, vers 19h que j'ai vu
le communiqué du ministère du Commerce là, on n'a rien compris. On n'a pas même dormi la nuit parce qu'on a déjà les bétails à mai. Qu'est-ce qu'on va faire avec les bétails? Donc, si moi je comprends, on le demande, même s'ils peuvent revoir, disent que 15 jours avant la fête, aucun bétail ne sort. Ça, on le comprend. Parce qu'on sait que Niger, c'est Niger qui approvisionne tous les pays voisins. Hein. Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Burkina, même Burkina qui est Mali. Mali, il n'y a pas de mouton. Nous sommes des Sénégalais. Si Mali avait mouton, on ne vient pas ici. Donc c'est le seul pays qui a les moutons. On n'a qu'à essayer de voir ça. Et puis nous sommes tous des musulmans. Eux, ils préparent la fête. Nous aussi, on prépare la fête. On ne va pas faire ça pour les petits fêtes là. C'est pour la tabaski. On achète les moutons pour la tabaski. Donc, le ministre, s'il te plaît, s'il peut voir sa décision de retourner, nous, on peut sortir. Ce sont là donc les réactions de Diawara, Ivoiriens et Ibundia, Sénégalais, qui sont des exportateurs du bétail. Ils ont réagi par rapport à cette décision d'interdiction d'exportation du bétail, décision prise hier par arrêté du ministre du Commerce. Les négociations entre les syndicats de l'éducation et le gouvernement n'ont abouti à rien. En effet, ces négociations qui portent sur le recrutement des contractuels à la fonction publique et le paiement des incidences financières ont entamé avant-hier et se sont poursuivies hier. À l'issue des rencontres, le Premier ministre et le ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a annoncé que le gouvernement a gelé toute décision pouvant avoir un impact financier, rejetant ainsi les deux revendications fondamentales de la plateforme revendicative des enseignants. Pour Farsanté Magaji du SINASEB, syndicat membre de la coalition, cette décision inconcevable est une trahison des engagements pris par le gouvernement dans le communiqué conjoint du 4 décembre 2024. Suivez sa réaction. Bien, donc, comme vous l'avez effectivement souligné, après 48 heures de négociations entre le gouvernement et la dynamique des syndicats, et malheureusement, au finish, nous n'avons pas eu, en tout cas, à donner ou à prendre en compte du moins notre plateforme revendicative qui reste toujours en souffrance devant les autorités, n'est-ce pas donc, et que ces dernières continuent à observer un silence de cimetière. Et il vous souviendra, le 4 décembre 2024, nous avons rendu public un communiqué conjoint dans lequel, en tout cas, le Premier ministre représentant le gouvernement a pris l'engagement de prioriser le recrutement à la fonction publique cette année, c'est-à-dire courant 2025, des enseignants contractuels de l'éducation, des enseignants contractuels de l'éducation et aussi de la santé, qui, malheureusement, après ces 48 heures, de façon claire, le gouvernement était sorti pour dire qu'il n'y aura pas de recrutement. Et aussi, le deuxième point qui urge, c'est celui du paiement, n'est-ce pas, donc, des incidences financières et du rappel sur salaire. Et nous prenons acte, en tout cas, de décision du gouvernement. Et Inch'Allah, le directoire national de la dynamique certainement tiendra une réunion. Et nous attendons, en tout cas, les conclusions de sa réunion que nous allons mettre en application de notre côté. Nous n'avons jamais pensé un seul instant, en tout cas, que le gouvernement, après avoir pris tous ses engagements devant Dieu et les hommes, et qu'à la dernière minute, qu'on nous dise qu'il n'y aura pas de recrutement et encore il n'y aura pas de paiement des incidences financières et de rappels salaires. Un désarroi des enseignants contractuels. Tout à fait. Maintenant, nous ne fondons plus l'espoir. Imaginez comment le Premier ministre qui est à la tête du gouvernement, il sort clairement pour dire que, voilà, que, en tout cas, peut-être même s'il y aura éventuellement le recrutement à la fonction publique, C'était là donc Farsanti Magaji du SINASEB par rapport à l'échec des négociations entre les syndicats de l'éducation et le gouvernement. Le gouverneur de la région de Maradi, Issoufou Maman, a visité hier les travaux d'urgence portant sur la réparation des ravins de la ville. 4 ravins ont été concernés par cette visite, en l'occurrence le ravin de l'élevage du quartier Maradawa, ceux de Bagalam 1 et 2 et celui du quartier Zaria de Mazadjika. Lors de sa visite, le gouverneur a apprécié l'évolution des travaux qui varient entre 16 et 30%. Le gouverneur à la fin de la visite. Pour qu'au niveau de Maradi, certains ravins puissent faire l'objet d'un traitement d'urgence. C'est ainsi que 4 ravins ont été détenus, que nous avons visités ce matin. Et au regard du taux d'avancement physique global des travaux et au regard de la consommation du délai d'exécution, nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu. Parce que globalement, nous sommes entre 16 et 30% du taux d'exécution contre une consommation de délai de 13%.
il faut le préciser que ces deux entreprises, dans le souci de finir ces travaux dans le délai ou même avant le délai, ont effectivement doublé d'ingéniosité. C'est ainsi qu'elles sont engagées à travailler de jour comme de nuit pour que ces travaux puissent finir au plus grand bénéfice de nos concitoyens de la ville de Maradi. C'est vrai que ce ne sont pas que ces 4 ravins qui nous dérangent dans la ville. Il y a encore d'autres sites. Et ensemble, nous avons fait le tour avec les techniciens. Nous avons fait des observations pour que ce travail qui est de qualité qui est en train de faire puisse être encore amélioré afin qu'il soit parfait et qu'il réponde aux attentes de tous. Nous avons également demandé au PUDREM de prendre en compte les autres ravins dont les études sont encore au stade de DAO, je crois, et que, effectivement, dans les mois à venir aussi, nous puissions bénéficier de l'intervention de ce projet. Nous avons également donné des instructions à la ville, qui a également aussi une responsabilité vis-à-vis, une responsabilité au regard de cette situation-là, par rapport à certains ouvrages qui peuvent être délégués à la ville. La deuxième édition de la Foire nationale des femmes transformatrices du Niger se tient aujourd'hui à Birningaouré dans la région de Dosso. Plus de 300 artisans sont attendus pour cet événement consacré à la valorisation des produits locaux. Selon Hadiza Amadou Mega, promotrice de la foire, l'objectif vise à soutenir le savoir-faire des femmes transformatrices. C'est une foire qui est exclusivement financée par le PNUD pour créer un cadre pour que les femmes qu'ils ont eu à accompagner, à former, à subventionner puissent écouler leurs produits. La foire commence du 10 au 18 mai. On le fait dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de la femme nigérienne. La plupart des foires, c'est 5 jours, mais cette foire, on a voulu qu'elle soit à 9 jours, 10 jours, afin qu'elle puisse permettre aux femmes de passer plus de temps et d'écouler plus de produits. La cérémonie d'ouverture, c'est demain samedi à 8h30, Inch'Allah, à la devanture du marché central de Birningaouré avec les autorités du... Comme je le disais, le mariage des enfants continue à faire écho dans certaines sociétés, une union qui n'est pas sans conséquence sur la santé, notamment de la jeune fille, suivait ce reportage de Chamoune Issa Moussa. Rabi, aujourd'hui âgée de 35 ans, revient sur son propre parcours marqué par un mariage précoce. Elle aspirait à devenir infirmière ou gendarme, des professions qu'elle considérait comme essentielles pour servir la société. Le poids des traditions et la pression sociale l'ont éloignée de ses ambitions. Je me suis mariée à l'âge de 13 ans. On m'a fait sortir de l'école en classe de CP. J'ai voulu m'instruire pour devenir une infirmière ou une gendarme. Mais malheureusement, je n'ai pas eu cette occasion. Il est important de savoir lire et écrire, ainsi tu pourras être utile dans la vie quotidienne. Pour Mme Gania Jaslamot Ibrahim, directrice du service social au niveau de la mairie de la ville de Maradi, explique plusieurs raisons poussent les parents à marier leur fille précocement. Maintenant, vraiment, il y a une déperdition des enfants au niveau des écoles. Vous allez voir, la fille n'arrive pas à aller jusqu'au niveau supérieur. Il y a une déperdition scolaire. Donc ça là, c'est ce qui pousse les parents parfois à marier leur. Il y a aussi la crainte des parents. Il y a des pratiques qui se font au niveau des villes, au niveau urbain. Vous allez voir les garçons là sont en train de provoquer les filles. Les parents n'ont pas vraiment l'esprit tranquille. C'est ce qui pousse parfois les parents à marier leurs filles. La crainte des déshonneurs, comme ils disent. Aujourd'hui, Rabi, mère d'une fille, aspire à lui offrir un avenir différent. Elle refuse de reproduire pour elle l'expérience du mariage précoce. J'ai une fille, mais je ne la donnerai pas en mariage à l'âge de 13 ans. Donc, je lance un appel à nos sœurs et à nos mères. Pour celles-ci, je leur conseille de privilégier l'éducation des enfants et de les accompagner dans leur cursus. Pour nos sœurs, à elles d'accorder une grande importance aux études parce qu'elles les aideraient dans le futur.
Pour y remédier à ce phénomène très fréquent dans notre société, Mme Gani Salamatou apporte des solutions. La solution principale, c'est les sensibilisations, les changements de comportement, les changements de mentalité, sensibiliser les parents par rapport aux méfaits du mariage précoce. Si on sensibilise les parents, c'est eux-mêmes qui vont prendre la décision de ne plus marier leur fille très tôt. Le mariage des enfants demeure un phénomène complexe, enraciné dans les traditions et les réalités sociales. Pourtant, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer cette pratique et promouvoir un avenir meilleur pour les enfants. Pour changer les mentalités, il est impératif que les parents, les autorités et l'ensemble de la société s'impliquent activement dans cette lutte. Merci Chamaouna Issa Moussa pour ce reportage sur les conséquences du mariage des enfants sur la santé de la jeune femme. Dans la capitale du Niger, les impressionnantes scènes de camions, de caravanes de chameaux et d'ânes qui reviennent à la nuit tombée chargés d'énormes cargaisons de bois se font rares, une des conséquences de la pression de plus en plus importante des djihadistes dans la zone forestière. Sadika Amadou Warou avec les précisions. Niamey éprouve des difficultés croissantes à se ravitailler à partir du sud-ouest du pays, région proche du Burkina Faso, et les djihadistes très présents interdisent le commerce du bois. Dans la capitale de près de 2 millions d'habitants, 90% des ménages utilisent le bois pour la cuisine ou l'éclairage, selon les services des eaux et forêts. Les dernières forêts de ces pays sahéliens, en grande partie désertiques, sont situées à moins de 5 km de Niamey. Mais l'armée doit y faire face aux menaces terroristes persistantes liées notamment aux engins explosifs improvisés sur les routes. Les commerçants du bois, c'est le désarroi et la désolation totale parce que 92% de leurs zones d'approvisionnement sont occupées, perturbées par l'insécurité, déclare à l'AFP. Maman Sede, le secrétaire général de l'Association nationale des exploitants de bois du Niger, ANEB, cache des terroristes selon des sources locales. Les djihadistes qui se contentent de réguler la coupe du bois en percevant des taxes interdites, désormais ça coupe de l'air. Messieurs, dames, 12h passées de 19 minutes, fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À 12h30, vous serez avec la section de les informations.